Cette guerre entière se propage à une vitesse folle. Je veux dire, nous n'en sommes qu'au 5e jour, et nous avons déjà perdu le compte du nombre de pays qui ont été entraînés et attaqués. Regardez l'Inde, par exemple. Ils n'ont pas 25 jours devant eux. Ils doivent lever environ 15 milliards de dollars immédiatement, simplement pour couvrir les prix du pétrole qu'ils payent actuellement, et ceux-ci vont encore augmenter. Donc vous avez raison. Mais impliquer la Turquie, je pense que ce serait une catastrophe. Je ne crois pas qu'ils pourraient être entraînés là-dedans, car ils affirment ne pas être partie prenante. Ils ne veulent pas permettre, enfin ils refusent, qu'Israël et les États-Unis utilisent leur espace aérien. Ils n'aiment pas que l'Iran attaque les États du Golfe, mais ils ne sont pas non plus ravis que l'Amérique attaque l'Iran. Donc en quelque sorte, ils veulent simplement se tenir à l'écart de tout cela. Mais tu évoquais ces ambitions plus larges d'Israël dans la région. Quand l'ambassadeur américain en Israël, Huckabee, a été interviewé par Tucker Carlson, tu sais, Tucker Carlson lui a demandé « Israël a-t-il le droit de faire cela ?» Eh bien, vous savez, plus ou moins la moitié du Moyen-Orient, s'ils peuvent le prendre, ils devraient l'avoir. C'était plus ou moins le message parce que Dieu le leur aurait donné, ou quelque chose dans ce genre. Vous savez, cela doit sûrement choquer la région. Et comme vous l'avez dit, avec la Turquie, elle essaie aussi de se repositionner dans le monde. Encore une fois, l'Amérique n'est pas le seul acteur en jeu. C'est un monde multipolaire. Ils veulent diversifier. Ils ne veulent pas rejoindre de groupes anti-américains, mais d'un autre côté, ils doivent aussi veiller à leurs propres intérêts nationaux. Alors, comment voyez-vous cela? Voyez-vous des voies possibles pour que la Turquie soit entraînée d'une manière ou d'une autre dans ce chaos? Je pense qu'ils sont déjà impliqués, en réalité. Je comprends ce que tu veux dire, et je sais ce que leurs déclarations publiques ont laissé entendre, mais je pense qu'ils sont déjà dedans. Ils sont très inquiets qu'Israël excite les Kurdes et les arme, ce qui se produit, je crois, afin de combattre l'Iran, et que ce conflit se retourne contre eux. Parce qu'Erdogan n'aime pas qu'un groupe kurde soit armé jusqu'aux dents, comme Israël semble le faire avec ces gens-là. Donc je pense qu'ils surveillent déjà la situation de très près. Ils ont des gens sur le terrain, des gens dans la région, des personnes qui font des rapports à Ankara. Je ne sais pas, en revanche, quelle sera leur prochaine étape. C'est bien là la question, car Erdogan et Netanyahou auraient apparemment eu une rencontre qui, d'après ce qu'on m'a dit, était du pur Netanyahou, convainquant Erdogan que son avenir résidait auprès des capitalistes, de l'ingéniosité, de l'énergie, de la fougue, du talent, et ainsi de suite, des Juifs en Israël. Je veux dire, Netanyahou est très explicite à ce sujet, surtout lorsqu'il s'adresse à d'autres dirigeants. Allie-toi avec moi, et nous posséderons la Méditerranée, et bien plus encore. Allie-toi avec moi et tu auras accès au plus haut niveau de talent technologique, au plus haut niveau de compétences en intelligence artificielle. Et ne crois pas un instant que l'Empire, c'est eux. C'est nous. C'est nous. Alors, fais alliance avec moi, et tu seras à la pointe du nouveau monde méditerranéen, dirigé par Israël et toi. Il ajoutait toujours cela. Je t'explique comment ça fonctionne. Et c'est stupéfiant que les gens continuent à se laisser avoir. Pas Trump, mais Erdogan est censé être un peu plus malin que ça. Mais je pense que lui, et je ne suis pas si sûr pour Modi, et Modi est presque aussi mauvais que Netanyahou dans son désir de tuer des musulmans. C'est pourquoi il a été si favorable à ce que fait Netanyahou à Gaza, en Cisjordanie et ailleurs. Mais Modi va lui aussi avoir une mauvaise surprise, comme je l'indiquais dans mes remarques préliminaires. L'Inde ne sait pas ce qu'elle va faire maintenant. 60% de son pétrole passe par le détroit d'Ormuz. 60%. La Chine n'en a qu'environ 21%. Et déjà, ils n'ont que 25 jours de réserve en ce moment.
Le prix du West Texas Intermediate et du Brent, les références, est déjà en train d'augmenter. Quand j'ai fait les exercices à Pékin dans un monde bien plus coopératif, les Chinois, les Japonais, les Européens, tout le monde était là. Lloyd's of London, la Marade, la plupart des armateurs étaient présents, observant et analysant. Le prix est monté à $200 le baril dans ce scénario, dans le détroit de Malacca et au large de Ras Tanura, en Arabie Saoudite, qui disposait alors d'environ 8,5 millions de barils par jour de capacité de production. C'était un coup dur. C'est ce qui fait vraiment grimper les prix. Les armateurs refusaient d'expédier et les assureurs refusaient d'assurer. On avait donc un vrai problème. Et grâce à l'esprit de coopération qui régnait dans le monde à cette époque, très visible lors de cette simulation, les Chinois sont même retournés vers leur MOFA, le ministère des Affaires étrangères, pour obtenir l'autorisation de prendre une décision dans ce jeu. C'était très sérieux pour eux. Chas Freeman était là, et vous savez, il parle couramment le mandarin. Il ne le savait pas. Donc Chas était assis là, écoutant tout ce qu'il disait et comprenant tout. Plus tard, lors d'un petit déjeuner, quand il a révélé qu'il comprenait, ils ont été très surpris et ont commencé à relire leurs notes pour voir ce qu'ils avaient dit. Tout cela pour dire que nous sommes parvenus à des accords sur le transfert de pétrole à travers le monde. Nous avons détourné le pétrole de la Chine vers la Corée, de l'Alaska vers la Russie. Nous avons déplacé du pétrole parce que c'était une affaire très sérieuse. C'est la seule marchandise sur la planète dont chaque État existant a besoin. Et nous l'avons découvert dans ce jeu. Comme je l'ai dit, tu as dépassé les $200 de passer nos adrets avant que nous ayons terminé. Je pense que nous faisons face à une nouvelle possibilité de ce genre, mais sans l'esprit de coopération dans le monde. Je veux dire, dites-moi quel genre d'esprit règne dans le monde en ce moment. Une grande partie de cela repose sur l'empire que nous sommes en train de créer. Je ne sais pas ce que cela signifiera à long terme, sauf que je pense que beaucoup de gens comme Poutine vont en tirer un profit considérable, et que beaucoup de gens comme Modi vont regretter d'avoir dit quoi que ce soit, car ils vont se retrouver dans une situation très très difficile. Ce matin, un Indien qui connaît bien l'Inde, qui connaît bien le monde des affaires en Inde, m'a dit « Ce sera une tragédie de premier ordre pour nous si nous devons vraiment payer ce qu'on prévoit que nous pourrions avoir à payer. » Par-dessus tout, regardons en arrière vers l'Empire. Trump a fait une promesse. Je pense que cette promesse a en réalité commencé lors de sa première administration, mais elle est certainement revenue pendant sa campagne pour la seconde et dans les premiers jours de celle-ci. Il a promis au peuple américain qu'il restaurerait et remplirait la réserve stratégique. 500 millions, milliards, je crois que c'est des milliards de gallons. Oui, ça doit être des milliards. C'est le chiffre que l'appareil de sécurité considère comme essentiel. Nous en sommes à 415 en ce moment. Il n'y a pas mis un centime, il n'y a pas mis un gallon. Nous nous retrouvons donc dans une situation où nous pourrions devoir augmenter la production, devoir faire toutes sortes de choses pour obtenir ce dont nous avons besoin. Et ça va coûter énormément. Et tout cela parce qu'il n'a pas pris la peine de faire quoi que ce soit pour tenir sa promesse de remettre la réserve à son niveau normal. Donc, tous ces éléments contribuent à la nature de ce conflit, le rendant, comme je le dis, un échange d'armes bien plus grave, si l'on peut dire, que ce que quiconque imagine en ce moment, probablement même Téhéran compris. C'est une affaire sérieuse. Et le fait que je sache avec certitude que des armes nucléaires en Israël vont être déplacées, que certaines ont probablement déjà été chargées, ou du moins sont en cours de l'être, je sais que Netanyahou n'hésiterait pas à utiliser une arme nucléaire. C'est une autre dimension du problème. Nous avons ici un phénomène vraiment étrange.
Nous avons deux États dotés de l'arme nucléaire, l'un déclaré, les États-Unis, et l'autre criminel, Israël, qui attaque un État non nucléaire. On ne pourrait pas inventer une chose pareille. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que nous avons fait, qu'il a commis une énorme erreur. Il aurait dû construire une arme nucléaire, et il serait alors dans la position de la Corée du Nord. Il serait peut-être un paria, mais il serait en sécurité, et il ne serait pas en train de se faire pilonner par des bombes et des missiles. Mais j'ai une autre question pour mes collègues militaires. Comment comptez-vous gagner cet échange d'armement moderne que vous avez étudié ou auriez dû étudier depuis le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine? Comment allez-vous faire cela alors que vous n'avez pas les munitions? Et d'après tout ce que j'entends, l'Iran, lui, en a. Et vous n'épuisez pas ce que l'Iran possède assez vite pour compenser la pénurie de missiles que vous avez. Et l'Iran agit avec beaucoup de prudence. Ils ne dépensent pas leurs ressources rapidement. Ils frappent Israël autant qu'ils le peuvent. La toute première fois qu'ils ont tiré quelque chose là-bas, sans qu'Israël s'en rende compte, c'était juste un petit drone. Et ils ont tué environ 22 personnes, blessé 60, 6 portés disparus. Peu importe le chiffre exact. Et c'étaient tous des civils, ce qui n'est pas habituellement la manière de faire de l'Iran. Mais quand vous avez maintenant un barrage de tirs et qu'Israël dissimule délibérément une grande partie de ses installations militaires sous ou à côté d'infrastructures civiles, parce qu'il sait que l'Iran n'aime pas frapper des cibles civiles, il y a tellement d'impondérables ici. Et quand j'entends des gens comme Hanks et d'autres, ou Trump, se vanter que nous avons plus de missiles qu'on ne saurait en compter. Eh bien, je sais combien de missiles vous avez, Monsieur le Président. Je peux vous donner le total. Vous ne savez probablement même pas quel est ce total. Je peux aussi vous dire que lorsqu'ils ont frappé Bahreïn, et que Bahreïn, en fait, a applaudi, par exemple, a applaudi le fait que Bahreïn était touché, le quartier général de la 5e flotte, ils ont également détruit, apparemment, d'après des informations assez fiables, le dispositif de chargement du lanceur vertical de missiles, la grue et tout ce qu'il faut pour charger ces missiles à lancement vertical sur ces bâtiments de combat. Donc maintenant, ils doivent aller jusqu'à Diego Garcia, ce qui est un voyage assez long, y aller et revenir. Toutes sortes de choses se passent en ce moment qui me font penser que non seulement nous ne comprenons pas la nature du conflit, mais que nous ne comprenons tout simplement pas notre capacité à le mener. Et le président qui parle à la légère de troupes au sol, et Hegseth qui parle de troupes au sol, c'est du pur non-sens. Vous pourriez envoyer 1 million de soldats américains en Iran. Ils disparaîtraient en 5 ans. Ils seraient tous morts, prisonniers ou perdus quelque part. Nous avons déployé 12 millions d'hommes dans un pays de 70 millions d'habitants appelé l'Allemagne, si vous voulez, et au Japon, qui comptait aussi 70 millions d'habitants. Et ce fut un effort colossal que nous avons seulement limité parce que nous avions besoin de tant de monde dans l'industrie que nous comptions bien sûr sur les Soviétiques pour vraiment affronter la Wehrmacht et lui infliger des pertes. Et ils l'ont fait. Mais regardez la comparaison. Je veux dire, nous parlons ici d'un pays d'environ 90 millions d'habitants, un immense pays, bien plus grand que l'Irak, et dont le terrain est bien plus difficile que celui de l'Irak. Il existe une assez bonne cohésion parmi les 53% de Persans, sinon chez la plupart des autres, surtout après ce que nous avons fait, comme bombarder l'école et tuer les enfants. Il n'y a pas de meilleur moyen d'unir une population contre vous. Et d'ailleurs, tuer le chef religieux qui ne se cachait pas, qui n'était pas réfugié dans un bunker, il était dans son bureau chez lui, parce qu'il était prêt à être martyrisé. Et il l'a été, et il sera rappelé comme un martyr. Il a probablement fait plus pour rapprocher les deux grandes branches de l'islam que quiconque depuis longtemps. La nature même de ce conflit va nous dévorer.
Et eux, sauf Rubio et Trump, n'en ont aucune idée. Ce que tu dis, c'est qu'il s'est passé énormément de choses étranges. Par exemple, les États-Unis ont passé tout ce temps à essayer de convaincre l'Inde de ne pas acheter de pétrole russe. Et maintenant, ils aimeraient en acheter davantage. Mais il y a aussi cette idée de pénurie de munitions. Trump est allé sur Truth Social et a écrit que nous avions des armes illimitées. Et puis le même jour, ils ont commencé à parler de se retirer, ou du moins à envisager d'envoyer les missiles THAAD et les Patriots de la Corée du Sud vers le théâtre de guerre contre l'Iran. Donc tu vois, tout cela, tout ce qu'il dit, n'a aucun sens. Ça n'a aucune valeur. Si vous me donnez juste un instant, parce que c'est un sujet très poignant, rien ne fait perdre plus confiance à un allié que de vous voir sous pression. J'ai vécu cela, je l'ai déjà fait. Et lorsque vous retirez l'équipement conçu expressément pour les défendre afin de l'utiliser dans un autre conflit, cela envoie à cet allié le message « Je ne peux pas faire confiance à ces gens ». En ce moment, dans ce cas précis, la Corée du Sud débat. Chaque jour, ils en débattent à huis clos, de savoir s'ils veulent ou non rester dans l'Alliance. Et la raison est évidente. Ils comprennent que la seule raison de notre présence sur la péninsule est de combattre la Chine, pas de protéger la Corée. Et ils ne veulent pas combattre la Chine. Ils entretiennent de bonnes relations avec la Chine, une relation économique solide. Ils ne veulent pas combattre la Chine, et ils savent que nous sommes là pour combattre la Chine depuis leur péninsule. Qu'est-ce que ça signifie pour eux? Nous allons donc perdre la Corée. Je prédis que nous la perdrons d'ici 24 mois. Et cela n'a fait qu'accélérer un peu le processus.